Donc, je ne sais jamais jusqu'à quel niveau d'explication je vais rendre. Je vais essayer de ne pas trop m'étendre et vous poser des questions. Ah oui, parce que nous, ça fait peut-être la midi, par exemple. On est allé manger. On va manger ensemble. On est en train de moi, j'ai comme ça. Ça fait 2 heures que je cherchais. C'est bien. Ah ouais. Je peux lui faire manger du poireau.
Voilà. Bon, il y a encore du monde qui arrive. On va attendre. Il y a 2 ou 3 personnes qui arrivent maintenant. Alors, il y a 2 choses, il y a 3 choses qui ont posé problème. La première chose, c'est le temps hier, les gens... Bon. Il y a le match de foot qui était programmé aujourd'hui, qui ne devait pas être programmé. Il y a eu la Lorientine, et ils ont bloqué absolument tout. Je pense que... Les passes sanitaires, j'en passe à des meilleurs. Où il est le toutou? Il est là. Bon, alors elle arrive pas. Oui, on a refoulé pas mal de monde avec le pass sanitaire. Ah oui. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est lancer un cycle de conférence. Ici, on n'aurait pas dû mettre le terme conférence, on aurait dû peut-être mettre le terme rencontre. Toujours est-il que ça va être sur les chevaux. Alors, je vais vous laisser au fur et à mesure vous présenter, hein, quand même, ce sera mieux. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on vous remercie, la municipalité de Lorient, on vous remercie que vous soyez là. On a fait successivement pour les gens, donc on a fait jusque-là les oiseaux, hein, on a fait... c'est vous qui êtes avec les chevaux. Derrière, il y aura les animaux domestiques. Il y a eu les abeilles. Et puis au début, il y a eu une présentation. Madame Pastor, vous y étiez, d'accord? Alors, je vous laisse vous débrouiller. Je m'efface. Et puis, je vous souhaite d'intéresser tout le monde au niveau des chevaux. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup. Donc, je me présente, André Artereau. Je suis président du Conseil des équidés de Bretagne, voilà, qui regroupe l'ensemble des familles des différentes filières. Alors, pour introduire, avant de présenter nos invités, rappelez quand même que ce sujet est un sujet qui n'est pas simple. Et entre autres, j'ai retenu un titre de Ouest France pour le salon Space à Rennes récemment, qui disait enfin, « Les frontières entre l'homme et l'animal s'estompent ». Et Jacques Ricot, qui est philosophe nantais, pose même la question « Qui faut-il sauver ? L'homme ou le chien ?» On est vraiment à ce niveau-là de questionnement. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir quelques éléments de réponse. Alors, il y a 2 facteurs qui s'entrecroisent. Vous comprenez bien qu'au Salon Space, qui parle de l'agriculture, y compris sur un mode industriel, quand on parle non plus de ferme, mais d'exploitation, ça montre qu'il y a eu un virage de prix qui aujourd'hui a quelques difficultés à, je dirais, être reconnu par la société. Et d'autre part, les études scientifiques et les propos qui vont être tenus montrent qu'on a bien progressé sur la connaissance du comportement animal et l'éthologie. Et donc ces 2 phénomènes à la fois, c'est-à-dire le développement d'une industrie agricole, agroalimentaire, dérivée, et de l'autre côté, la connaissance scientifique de ce qu'est un animal, et en particulier, nous on va parler du cheval, il y a un problème de cohabitation. Hein, on peut dire ça comme ça. Le cheval, quant à lui, et sans doute dans l'ensemble du monde animal, est au cœur des nouvelles perceptions et des débats. Le cheval a une relation très forte avec l'homme à travers l'histoire. C'est un animal qui est porteur de sens, c'est un animal fortement symbolique. Cheval de travail, cheval de guerre. Je suis ancien maire d'Hennebeau. Et ben, je retrouvais, on a célébré en 2014, on a rappelé en tout cas que 124 chevaux d'Hennebeau sont partis pour le front. Autant d'Hennebontais. Ces chevaux-là ne sont pas revenus pour la plupart. Donc cette relation-là, y compris dans ces moments difficiles de l'histoire, entre l'homme et le cheval, sont des choses importantes. Il y a eu 700 000 chevaux réquisitionnés pour la guerre 14-18. Aujourd'hui, le cheval en Bretagne, c'est 9 000 emplois, c'est 3 500 entreprises, 44 000 équidés, pour ceux que l'on connaît, mais on a sans doute bien plus que ça, 588 établissements équestres, et 80% des pratiquants sont des cavalières. On est vraiment sur une relation, je dirais, au quotidien, sur l'ensemble du territoire breton, et sur des choses d'une très 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 grande différence. Alors, on va présenter nos intervenants.
et ils vont se présenter, on peut aussi, alors j'ai prévu de le faire de façon courte, parce que c'est pas facile pour eux de dire qu'ils sont bons. Voilà. Généralement c'est comme ça. Alors en dehors de leur identité, au centre, Patrice Eco, Patrice, qui est adjointe à la délégation territoriale ouest de l'Institut français du cheval et équitation, qui est ingénieur en développement, entre autres, médiation. Juste un mot sur justement la fonction IFCE. C'est pas connu. C'est bon, là, oui, Oui. vous m'entendez? Arrêt Oui. national, c'est connu. Oui, vous connaissez peut-être pas forcément tous l'Institut français du cheval et de l'équitation. Donc, c'est un établissement maintenant qui a 11 ans, puisque il a été créé en 2010. Il est issu du regroupement des haras nationaux avec le cadre noir de Saumur, parce qu'on appelait aussi l'ENE, l'École nationale d'équitation. Donc maintenant, l'État a un seul établissement public qui s'occupe du cheval, c'est l'IFCE. Et donc, on a des missions qu'on appelle régaliennes, comme par exemple la traçabilité sanitaire. Donc ça, c'est une mission que l'État nous donne. Et on a autrement un autre rôle qui est l'Institut technique de la filière cheval. Comme il y a des instituts techniques pour les ruminants, par exemple, pour les porcs, pour les productions de légumes, enfin voilà. Au niveau du monde agricole, il y a différents instituts techniques. Donc l'IFCE, c'est l'Institut technique du cheval. Et pour le volet... oui, donc à quoi on sert en territoire? Donc c'est la traçabilité en territoire. Et c'est également accompagner la filière équine dans des projets de développement. Et en particulier, moi j'accompagne la commission Equiandi du comité régional d'équitation de Bretagne pour développer du para-attelage, c'est-à-dire aider, enfin pas aider, on fait vraiment on accompagne vraiment ce projet-là. On essaie de faire mener des personnes qui sont en situation de handicap moteur et de les faire participer à des compétitions d'attelage comme des personnes valides. En fait, là, c'est juste un problème technique, mécanique, des rampes, du matériel, mais une fois que la personne qui a mobilité réduite est installée dans une voiture, elle est exactement comme une autre personne. Voilà. Voilà. Donc, avec Patrice, on va parler de médiation. Voilà. On est déjà dans le sujet, là. Donc on va éviter de le Donc ça, c'est en appui les techniques. Et la deuxième partie, donc c'est au niveau de la médiation. Là, j'ai une mission qui est nationale. Et au niveau de cette mission-là, c'est de développer des projets de recherche pour aider la filière à se professionnaliser. Parce qu'actuellement, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Et il faut un petit peu structurer, savoir qui fait quoi. Et... Voilà. Voilà. À sa droite. Donc je laisse. Voilà. Marie Sutter, qui va présenter son activité animaux, qui met le respect de l'animal et le bien-être au cœur de toutes les prestations. Marie, Bonjour vous à êtes, tous. diplômée, vous êtes diplômée en éthologie du cheval et en anthropozoologie. En anthropozoologie. Professionnel formé aux méthodes positives et en équitation éthologique, ainsi qu'en dressage classique, voilà, avec des cavaliers reconnus qui font appel à vous. Alors oui, et c'est vrai que mon activité a pas mal évolué ces dernières années. À l'origine, je suis amoureuse des animaux, j'imagine comme la plupart d'entre vous. Ensuite, je suis cavalière. Et ensuite, je me suis formée donc en éthologie, en comportement de l'animal et en relation homme-animal, donc en anthropozoologie. Et donc, je me suis petit à petit un peu détachée de l'aspect vraiment équitation et donc aussi de l'aspect accompagnement. Donc, j'étais enseignante, j'avais mes propres écuries, j'avais un poney club aussi, donc j'enseignais beaucoup. Aujourd'hui, j'accompagne surtout les binômes dans la relation. Et je donne beaucoup de formations professionnelles et tout public. Voilà, merci. On aura l'occasion de revenir. On va aller directement là-bas à Dominique Bellet, qui est artiste équestre, qui est diplômée de l'École nationale d'équitation de Saumur. Exact. Elle a travaillé pendant 15 ans, géré des centres équestres également, des écuries de propriétaires. Et puis, raconte-nous peut-être, Dominique, le parcours que tu as fait sur le plan artistique. Eh bien, effectivement, comme vous venez de le dire, André, après avoir passé un monitorat, après avoir géré 2 clubs hippiques et avoir une écurie de propriétaires, j'ai eu envie d'aller voir ce qu'il se passait dans le monde du cinéma, à travers, du coup, quelques films. Et ensuite, ma route m'a emmenée à Zingaro avec des tournées internationales. Et j'ai eu vraiment envie de mettre au service toute la technique que j'avais pu emmagasiner. J'avais envie de mettre ça au service de l'émotion, au service d'une intention artistique. Et j'ai juste une petite définition, c'est que l'artiste, c'est celui qui se voue à l'expression du beau. Alors on va dire qu'on a tous un peu une âme d'artiste enfouie quelque part. Et voilà, et aujourd'hui je suis en résidence
d'artiste au Haradinbon depuis déjà 4 années, ce qui me permet de proposer des créations, de collaborer dans certaines, et je reste aussi enseignante, transmettre, c'est aussi ma passion. Voilà, Merci beaucoup. Puis on va revenir sur le sujet, entre autres cette relation très, tu vas garder. Voilà, Christine Pastor. Bon, alors on se tutoie un peu parce qu'on se rencontre comme assez régulièrement dans les 23 hectares du Haradinbon. Ça peut être grand, on se retrouve quand même assez fréquemment. Et Christine est dans l'Equi-Coaching. Ah, on va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est, coach, préparatrice mentale? Voilà, qui nous raconte un peu. Tout à fait. Alors en fait, l'Equi-Coaching, c'est une technique de développement personnel accompagnée par les chevaux, où aucune connaissance du cheval n'est requise en fait, parce que c'est un travail à pied qu'on fait à côté de lui. Le cheval est en liberté autour de nous, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc c'est vrai que j'étais monitrice et cavalière pendant une vingtaine d'années à peu près, et je me suis rendu compte qu'il offrait vraiment un reflet pour nous permettre de nous améliorer au quotidien. Et du coup, vu que c'était une activité qui était relativement agréable pour le cheval, je me suis spécialisée dedans en fait en passant un DE accompagnateur de performance. Voilà, du coaching pur. Voilà, donc on va passer le micro à Frédéric. Frédéric Guillot, qui est ingénieur en développement donc, à l'IFCE. Maintenant, on sait ce que c'est que l'IFCE. Et qui développe un certain nombre d'études, entre autres sur le bien-être animal. Et c'est avec Frédéric qu'on va démarrer par les définitions. Peut-être te présenter avant de démarrer vraiment la séquence. Oui, donc je suis ingénieur projet et développement au sein de l'IFCE. J'interviens régulièrement sur des programmes de recherche liés soit à la génétique, soit au comportement, soit au bien-être. Et mon travail aussi, c'est la diffusion des programmes de recherche et la diffusion surtout des résultats de recherche pour que le monde équestre s'en empare. Et voilà, c'est ce que je fais au quotidien. Voilà, alors moi j'ai tout de suite une question, parce que c'est un peu compliqué. Je ne suis pas issu du monde du cheval, j'y suis tombé parce que j'ai la volonté de sauver le Haradinbon et puis d'être utile à la filière. Qu'est-ce que c'est que le bien-être animal? On a plein de termes qu'on utilise autour de cela, la bientraitance et autres. Donc si on peut caler les choses, et puis alors, ce que je vous propose pour cet après-midi, on est entre nous, hein, il y a un côté positif, c'est que dès que vous voulez intervenir, vous levez la main, parce que si on se trompe dès le départ des définitions, par exemple, qu'on n'est pas d'accord, il vaut mieux le dire maintenant, hein, et qu'on expliquera. Qu'est-ce que c'est que le bien-être animal? La bientraitance, le bien-être, voilà, qu'est-ce qui peut être malveillant vis-à-vis d'un animal, et où ça en est? On se donne un bon quart d'heure là-dessus, hein, un bon quart d'heure pour vraiment, si c'est nécessaire, et puis tout de suite, si vous voulez, des questions. Ok. Donc je vais commencer sur du livresque, sur une définition. Donc c'est une définition qui a été définie en 2018 par l'ANSES, qui est l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, et qui a défini le bien-être pour tous les animaux. Le bien-être, c'est un état physique et mental positif lié à la satisfaction de ses besoins des besoins de son espèce et de ses attentes. Ça veut dire que le bien-être, c'est un ressenti. C'est un ressenti de l'animal par rapport à une action que l'on va faire envers lui. Le bien-être ou le mal-être, hein, d'ailleurs. Les deux sont... Et il va s'appliquer à chaque animal. Ça veut dire que vous pouvez avoir, dans les mêmes conditions de bientraitance, on va en revenir sur la définition de la bientraitance, des réactions tout à fait opposées suivant l'animal. Donc c'est vraiment quelque chose d'individuel. Donc c'est très difficile à évaluer. Après, on parle de l'animal, maintenant on va parler du cheval. Dans la définition, on parle des besoins de l'espèce. Donc il faut connaître l'espèce. On peut résumer un cheval, d'un point de vue scientifique, en une phrase. D'abord, c'est un herbivore. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que c'est un animal qui doit manger des fibres. C'est un herbivore, donc c'est une proie.
Donc c'est un animal qui a plutôt des sentiments de peur et de crainte quand il est dans un espace ouvert. Donc déjà, ça nous donne beaucoup d'informations sur l'animal. Monogastrique. Donc c'est, contrairement à des ruminants, c'est un animal qui doit manger plus de 16 heures par jour. Donc il faut lui donner à manger de façon continue, plus de 16 heures par jour, donc c'est-à-dire du foin ou de l'herbe. Social. C'est un animal qui a besoin de vivre en groupe avec des congénères de la même espèce. Donc ça va nous donner une idée sur la façon dont on doit, au maximum, l'héberger. Et mobile, c'est un animal qui a besoin de se déplacer. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est un animal qui se déplace à 90% ou pas. Il ne trotte pas, il ne galope pas naturellement. Donc déjà, ces informations scientifiques nous permettent de pouvoir réfléchir sur la bientraitance qu'on va devoir lui donner. C'est-à-dire qu'on va définir les conditions de vie dans lesquelles il va se sentir bien. Mais la bientraitance, ce n'est pas le bien-être. Le bien-être, c'est le ressenti du cheval par rapport à ce que l'on va lui apporter, à son vécu, à sa génétique. Comme tout être humain ou tout animal est différent l'un par rapport à l'autre. Donc il va ressentir les choses différemment. Il va y en avoir qui vont être beaucoup plus sensibles, beaucoup plus peureux. Donc il faut d'abord évaluer la sensibilité, il faut d'abord évaluer l'animal pour savoir s'il va bien accepter ce qu'on va lui proposer. Il peut y avoir aussi les conditions d'environnement. Un cheval va moins supporter des choses, et notamment dans une utilisation, quand un jour de tempête, il va être comme un humain, il va être pas tout à fait présent, ou il va avoir peur. Donc il faut le savoir, le rassurer à ce moment-là par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà par rapport à la bientraitance. Et tout ça, l'animal va faire son ressenti et il va avoir un comportement où il va falloir qu'on va devoir évaluer pour pouvoir savoir si on est dans le bien-être ou s'il est dans le mal-être. Ces comportements, on a depuis 1 an et demi mis en place un protocole d'évaluation du bien-être du cheval, avec des outils qui sont dans la bientraitance, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que le cheval reçoit suffisamment de fibres et de façon continue pendant plus de 16 heures? Est-ce qu'il est hébergé dans un endroit sec, dans un endroit où il se sent en sécurité? Et on a des outils de bien-être, c'est-à-dire on va aller mesurer l'état physiologique du cheval, donc avec des outils qui peuvent être simples ou complexes. Dans un protocole de recharge, on va utiliser plutôt des outils électroniques de mesure de la fréquence cardiaque, ou on va faire des prises de sang. Mais pour le particulier, il suffit de voir l'état de son cheval, de voir s'il n'est pas trop maigre, pas trop gros, et de voir par rapport à son comportement. Donc il y a des outils aussi de test de comportement pour vérifier que le cheval est plutôt dans le bien-être. Ce qu'il faut faire attention, et ma collègue en parlera peut-être un peu plus, c'est ne pas interpréter des réactions humaines au cheval ou des intentions humaines au cheval. Il faut regarder le côté à la fois physique et ce qu'il est capable de comprendre ou d'interpréter. Donc un certain nombre d'études scientifiques ont été mises en place et se font de plus en plus sur savoir comment le cheval interprète
nos demandes et comment il réagit par rapport à ça. Peut-être pour... je vous rappelle que vous pouvez demander à intervenir à n'importe quel moment. Moi, ce qui me frappe un peu dans ce que tu viens de dire, Frédéric, c'est le fait que le protocole, ça fait qu'1 an et demi qu'on le fait, Oui. Que les choses sont écrites. Oui. Ça interroge. Comment se fait-il que aujourd'hui on ait cette sensibilité? Est-ce qu'elle est venue aussi par une pression sociale? Voilà. Qu'est-ce qui a déclenché tout ce travail scientifique et ces rencontres-là? Alors, il y a deux choses. Il y a le monde scientifique qui, jusque dans les années 70, était un monde qui considérait l'animal comme une machine. Donc, il était très en retard sur l'étude des réactions et des émotions des chevaux, des animaux en général. Donc c'est une science qui est toute neuve. Donc il a fallu mettre en place des protocoles, mettre en place des choses de façon à... Oui. C'est la séquence d'après. Sur l'histoire. Donc le monde scientifique, effectivement, s'est emparé des choses et effectivement, sous la pression de la société, la pression de mouvements de défense des animaux, s'est posé la question, est-ce que l'on traite bien nos chevaux et est-ce qu'ils sont dans le bien-être? Est-ce qu'on a raison de continuer à monter dessus? Et donc, les scientifiques se posent plein de questions. Mais comme c'est une science neuve, il faut tout inventer. Donc c'est un peu compliqué, des fois, d'essayer de comprendre ce que pense un animal ou quelles sont ses intentions. Alors, au cours de cet après-midi, on verra les incidences de cela. Je vous ai fait état des étalons des chevaux bretons qu'on a envoyés en 14-18. On a les mêmes architectures, on a les mêmes bâtiments, on a fait du cheval de guerre, on a fait du cheval de travail, on a fait du cheval de compétition, et peut-être même que les centres équestres aussi sont prévus, conçus avec des hébergements qui datent de cette période-là, en tout cas dans les têtes. Aujourd'hui, on parle d'écurie active, on parle d'un certain nombre de choses, et sur les fondamentaux qui ont été dit là, qu'un cheval a besoin, et c'est un animal mobile, donc on ne va pas le laisser en boxe pendant 24 heures, 48 heures. Donc toutes ces questions-là réinterrogent l'ensemble de nos pratiques. Et je pense qu'à chacune des intervenants va pouvoir montrer en quoi et comment les choses se... Sur cette introduction-là de Frédéric, est-ce qu'il y a des questions particulières? On est bien dans le thème de l'après-midi. Essayer de comprendre ces notions de bien-être, que c'est une notion jeune, qui se codifie, qui se réglemente, qui va passer également peut-être un mot sur le côté législatif, c'est un peu plus général, c'est une loi plus générale, mais on voit bien que, y compris l'Assemblée nationale, s'interroge sur ça. La déclinaison par famille, et entre autres pour le cheval, va nécessiter des réflexions importantes, lourdes, y compris des acteurs que sont les différentes fédérations. Je pense à la fédération d'équitation, par exemple, ou les gens qui s'occupent des chevaux plus de travail. Il va falloir que ce qu'a dit Frédéric, qu'on puisse le transférer de façon concrète au quotidien dans la gestion de nos équidés en Bretagne et partout. Donc là, il y aura des vrais soucis, des discussions sur le plan économique, sur le plan de l'organisation. On passe à Marie. Marie, ce rappel un peu historique et comment on est arrivé là et la situation actuelle. Quel est votre sentiment? On rappelle que Marie est... Ouais, elle doit avoir quelques diapos. Alors, je crois que Marie, pour préciser, ne s'occupe pas que des chevaux. Juste sur le plan anecdotique, peut-être Marie, quelques exemples d'interventions que tu as pu faire sur d'autres animaux qu'on n'imagine pas ici. Oui, alors à la base, donc moi je suis, enfin pas à la base d'ailleurs, parce que c'est plutôt la finalité en tout cas aujourd'hui de mon parcours, mais je suis aujourd'hui comportementaliste. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'allais dire mon cheval de bataille, c'est le cas de le dire, mais c'est vraiment la relation entre l'humain et l'animal.
Et donc je travaille principalement avec des chevaux, des chiens, des chats, mais je suis aussi diplômée, je suis guide de terrain pour l'Afrique australe. Donc voilà, j'ai la chance aussi d'accompagner des voyages et des formations un peu partout. Et comme je vous disais, mon objectif, c'est d'aider les humains à mieux comprendre les animaux. Et puis parfois aussi d'expliquer aux animaux comment est-ce qu'ils peuvent comprendre les humains. Ça, c'est dans les coulisses. Alors, avec un peu d'exotisme, quel type d'animaux tu as rencontré dans ces pays-là? Sur les voyages que j'organise, ça va du lion aux éléphants, aux fameux Big Five sud-africains, aux baleines à bosse, dauphins, etc. Voilà. Alors on revient au cheval. On revient au cheval. Thierry, j'ai besoin d'un code. Ah. Voilà. Oui, pour parler cheval, en fait, ce que j'avais envie de vous montrer, c'était, notamment avec quelques images, mais si on ne les a pas, c'est pas grave, l'importance de comprendre, en fait, quand on parle bien-être, concrètement à quoi ça correspond, et concrètement, comment est-ce que nous, en tant qu'humains, on peut, même sans avoir fait 5 ans d'études derrière, estimer qu'un cheval se sent bien ou ne se sent pas bien à un moment précis. Donc peut-être qu'on va avoir une image. Oui. Ça va venir. Je continue sans image, on les illustrera après. Donc on va dire un des indicateurs principaux. Donc dans les indicateurs de bien-être, on va dire qu'il y en a 3 types. Il y a les indicateurs posturaux, quel type de posture prend l'animal pour indiquer par exemple une douleur, une gêne, ou au contraire indiquer qu'il se sent bien. Il y a des indicateurs physiologiques, dont mon collègue a parlé tout à l'heure, quand on a parlé par exemple de prise de sang. Donc ça peut être l'analyse du taux de cortisol par exemple, effectivement du rythme cardiaque aussi. De manière assez logique, si le cheval ne se sent pas très bien, son rythme cardiaque va plutôt avoir tendance à augmenter. Même chose pour le taux de cortisol. J'en profite pour dire, pour ceux d'entre vous qui ont déjà entendu parler de ça, le cortisol n'est pas un ennemi de l'animal, ou de l'humain d'ailleurs, c'est une hormone normale. Mais c'est le fait qu'elle soit haute et pendant longtemps qui peut avoir des effets délétères. Et donc je n'aurai pas la photo, mais c'est pas grave. Moi j'avais envie de vous parler un petit peu des indicateurs comportementaux, c'est-à-dire le type de comportement et aussi de posture que l'animal peut prendre. Et un des indicateurs qu'on a le plus souvent, c'est les fameuses oreilles en arrière. Je pense que vous avez tous entendu parler de ça. Le cheval a les oreilles en arrière, donc il n'est pas bien. Alors oui, mais non, ça dépend. C'est possible, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est extrêmement important, et c'est ça que je voulais vous dire surtout sur les indicateurs, de prendre en fait l'intégralité du contexte en compte, ça c'est primordial, et aussi de s'interroger sur ce que l'animal est en train de faire. Par exemple, tout simplement, le cheval, donc on l'a dit, c'est un herbivore, il passe à peu près, un peu plus des 3/4 de son temps, un peu plus des 3/4 de son temps à brouter, c'est normal. Souvent, les gens qui m'accompagnent en formation d'éthologie, ils disent waouh, on a fait 2 heures d'observation et le cheval a brouté 1h55. Moi, je dis super, bonne nouvelle, il va bien. Donc là, oui, c'était effectivement une petite comparaison. Donc, sur la première image, c'est assez clair, on va dire. On a un cheval qui a les oreilles en arrière, mais pas seulement. Il a aussi les naseaux pincés, les lèvres qui sont un petit peu pincées aussi. Là, c'est pas très très évident, mais sur certaines photos, ou même si vous observez des chevaux, vous pouvez voir même le menton qui se crispe. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Donc ça, c'est effectivement un cheval qui est en train d'indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas forcément qu'il a mal, ça peut être juste qu'il n'est pas content, qu'il n'est pas de bonne humeur ou qu'il a mal dormi. C'est un être vivant. À côté, on a un cheval avec des indicateurs plutôt positifs. L'œil est rond, les naseaux sont détendus, les oreilles sont vers l'avant. Maintenant, peut-être que ce cheval, il y a 1 seconde, il avait l'encolure 3 cm ou 30 cm plus haut, et qu'en fait il avait repéré quelque chose d'extrêmement anxiogène, et qu'il avait les oreilles très en avant pour observer ce qui l'inquiétait. Donc en fait il n'était pas si bien que ça. Donc peut-être que moi, si je fais ma prise de sang maintenant, le taux de cortisol il sera plus élevé au milieu qu'à gauche. Et enfin sur la photo de droite, c'est pour ça que je vous ai mis ou les deux, parce que ça va dépendre vraiment de votre interprétation. C'est pour ça qu'on ne fait jamais d'interprétation sur photo, sauf dans certains cas très précis, mais en général je ne vous le conseille pas. Parce que là, moi je ne sais pas si le cheval il va bien ou pas. S'il vient de passer 26 heures au box, a priori, il ne va pas très bien. Et on l'a dit tout à l'heure, un cheval, le mouvement d'un cheval, c'est 90% du pas. Il se nourrit en marchant, il se déplace en mouvement lent. Le pas actif est assez rare, finalement, dans le budget temps du cheval, donc dans la manière dont il va utiliser son temps sur 24 heures. Et le fait de trotter, de galoper, sauter dans tous les sens, ça va être assez représenté chez les jeunes, par exemple chez les poulains, parce qu'il y a pas mal de comportements ludiques. Mais chez le cheval adulte, on ne le voit pas tellement souvent. Ouais, les mâles un petit peu pendant la période de reproduction, mais voilà, ça reste vraiment ponctuel. Donc ce cheval, peut-être qu'il est content et peut-être que non. Et ça, en fonction du contexte, vous allez pouvoir le définir ou pas. Et c'est toute la difficulté, en fait, quand on veut observer le comportement d'un animal et définir le bien-être ou le mal-être, c'est qu'avant tout, il faut absolument penser contexte.
Ça, c'est aussi un petit quelque chose dont j'avais envie de vous parler, parce que quand on veut, j'allais dire, évaluer, ou en tout cas estimer le bien-être d'un animal, même sans passer par des protocoles qui ont été mis en place de manière très rigoureuse, hein, quand simplement, même en tant que cavalier de club ou cavalier propriétaire, on a envie d'estimer si son cheval se sent bien ou pas, on a souvent tendance à faire ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. Et ça, en général, vous avez quelqu'un qui se met à hurler, en disant « Anthropomorphisme, jamais, il ne faut jamais faire d'anthropomorphisme ». Ok, l'anthropomorphisme, c'est quoi? Avant de crier au loup, réfléchissons. Donc, l'anthropomorphisme, c'est attribuer aux autres espèces, donc aux espèces non humaines, des caractéristiques qui sont propres à l'homme. Et donc, c'est interprété par le spectre, c'est moi qui l'ai écrit, mais j'arrive plus à le relire, tout va bien, de la sensorialité, de la culture et de la compréhension humaine. Je vais vous donner un exemple. Je rentre au pré voir mon cheval, il est super content de me voir. En fait, j'en sais rien. Hein. Il est venu vers moi en courant, donc j'estime qu'il est content. Et après, il empêche ses copains de venir me voir aussi. Il doit être jaloux. Ça, c'est de l'anthropomorphisme. C'est mon interprétation à moi. Moi, aujourd'hui, je peux dire que peut-être il est jaloux, en fait, j'en sais rien du tout. Mais techniquement, a priori, j'ai pas les preuves qu'il puisse l'être. C'est de l'anthropomorphisme, ce que je suis en train de faire. Et donc souvent, on décide que c'est une mauvaise idée de faire cet anthropomorphisme. C'est compliqué comme mot, à dire beaucoup de fois dans la même phrase. Mais finalement, c'est difficile de ne pas en faire, puisqu'on est humain. Et malgré toutes les études qui ont pu être faites au cours des 30, 40, 50 dernières années, on a forcément notre spectre humain. Je prends l'exemple du chien, parce qu'il est là et que je travaille aussi avec des chiens. On dit que le chien, il évolue dans un monde d'odeurs. On le sait, ok, on comprend, mais on ne le sait pas. Moi, quand je suis en extérieur et que ma chienne, elle a repéré une odeur qui a 1 km, je sais qu'elle peut la capter, mais je ne la sens pas. Je ne sais pas du tout à quoi elle pense, et je ne peux pas le comprendre. Donc c'est normal que j'appréhende et que je comprenne son comportement par le spectre de qui je suis et les limites, en fait, de qui je suis. Ce dont il faut par contre se méfier beaucoup, c'est l'anthropocentrisme. Et c'est ça qui est beaucoup pointé du doigt ces derniers mois/années. L'anthropocentrisme, c'est donc de considérer que l'humain est le centre du système de pensée. On dirige le monde parce qu'on est vachement plus intelligent que les autres. Alors moi, je sais pas, mais si je suis toute seule, toute nue, au milieu de la savane, je me sens assez stupide, en fait. Et pour l'avoir testé, pas toute nue, j'étais pas méga efficace. Soyons clairs. Et c'est ça dont il faut vraiment se méfier. Et avec les chevaux, on peut avoir cette problématique-là, que ce soit en centre équestre, que ce soit dans certaines structures, de vraiment se dire, moi, je sais ce qui est bon pour lui, parce que moi, je suis l'humain. Donc, laissez-moi faire. Et c'est de ça dont il faut faire attention. Alors, un petit mot sur la domestication du cheval. Je pourrais en parler des heures, mais promis, je vais rendre le micro après. On estime, en fonction des études, qu'elle a été mise en place il y a à peu près 5, 6 à 7 000 ans, dans une région qui correspondrait au Kazakhstan actuel. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est la photo de gauche, parce que ça, c'est... Alors, je ne sais pas celle-ci précisément, mais je sais qu'il y a des peintures rupestres qui datent d'il y a 30 000 ans. Donc le cheval, il y a déjà, en tout cas, 30 000 ans, il nous passionnait déjà. Alors, c'était une proie, principalement, à cette époque-là, on ne montait pas dessus. Mais on avait déjà cette attirance pour cet animal-là. C'est assez intéressant parce qu'on ne mangeait pas que du cheval à l'époque. Et tous les animaux qu'on mangeait n'ont pas été représentés de manière, au niveau des représentations pariétales. Alors je vous ai mis un exemple sur la droite, mais c'est juste pour montrer qu'à la base, le cheval n'a pas été monté. On pense qu'au début de la domestication, c'était d'abord pour le lait qu'on s'est rapproché des chevaux. Et donc il y a à peu près 6-7 000 ans. Et on a retrouvé donc des traces d'anciens coraux de corail. On dit un corail de coraux? Non, je ne suis pas sûre. Un corail, des corals? Des corals. Je ne sais plus. Des corals. Des corals. Donc on a retrouvé des anciens morceaux de barrière et de harnais donc pour les détenir simplement. Et donc c'était originellement pour le lait. Et ça n'est que plus tard qu'on a commencé à les utiliser pour ce qu'on appelle leur force vive. Donc l'aide au niveau agriculture et aussi au niveau du transport pour la guerre. On les a montés que ultérieurement, bien plus récemment. Ah oui, ça c'est aussi un truc super important quand on parle du bien-être du cheval. Quand on parle du bien-être du cheval, souvent on dit il faut offrir au cheval les mêmes conditions qu'un cheval sauvage. Et ça, je pense que c'est extrêmement important qu'on en parle vraiment 1 minute ou 2. C'est qu'aujourd'hui, un cheval sauvage, si on regarde génétiquement, c'est exactement le même cheval que celui que vous avez dans un centre équestre. C'est Equus caballus, c'est le même. Tous les chevaux actuellement qui vivent en milieu sauvage, je fais des guillemets avec une seule main, mais vous avez compris, ce sont tous des descendants de notre cheval domestique, ce sont tous des chevaux qui sont revenus, on va dire, à la vie non captive. Donc moi, je préfère le terme de non captif. Donc ça, c'est un exemple, mais dans les plus
connus. On va avoir les chevaux qu'on peut trouver en Namibie, par exemple, qui sont des descendants des colons, allemands notamment, qu'on retrouve maintenant et qui sont complètement à la vie sauvage, si on peut dire. Les Mustangs américains, bien sûr, et les Brumbies australiens. Mais il y a d'autres petites populations, des populations moins connues, moins médiatisées, je vais dire moins charismatiques, ça dépend de votre avis personnel. Tous ces chevaux-là, c'est des Equus-Caballus. Donc c'est le même animal génétiquement. On est exactement sur le même animal. Donc les besoins sont les mêmes. Une toute petite exception, peut-être que vous les connaissez, les chevaux de Przewalski, qui sont des chevaux qui ont été réintroduits en Mongolie ces dernières années, parce qu'ils avaient disparu en milieu naturel. Alors c'est un petit peu particulier, parce que pour le coup, ceux-là, c'est Equus-Caballus Przewalski. Ils ont une paire de chromosomes en plus, donc ceux-là, ils sont un tout petit peu différents de notre cheval domestique. On peut passer là-dessus. Pourquoi j'ai choisi cette photo pour vous illustrer les chevaux domestiques? C'est parce que la domestication, elle a eu pas mal d'impact. Un des plus importants, c'est les variations de robe, les variations de couleur, mais aussi les variations de taille. Donc ça, c'est assez intéressant quand on s'intéresse à la domestication du cheval, parce que dans un premier temps, la domestication a plutôt tendance à rétrécir, à diminuer la taille des chevaux. Et puis maintenant, on a des chevaux qui sont beaucoup plus grands, finalement, que leurs ancêtres. Mais aujourd'hui, voilà, quand on parle cheval domestique, eh ben, c'est tout ça, et c'est plein d'autres choses. Et c'est donc des animaux qui sont très très proches de ceux qu'on appelle chevaux sauvages, parce que ce sont les mêmes, mais qui ont néanmoins dû s'adapter à un mode de vie humain. Et donc un mode de vie humain, c'est moins de fibres, on l'a vu tout à l'heure. La grande majorité des chevaux n'ont pas accès à suffisamment de fibres. Ils doivent manger, on l'a dit, je le répète, au moins 16 heures par jour. Et pas 16 heures par jour des carottes, 16 heures par jour de l'herbe et du foin. Le reste n'est qu'accessoire. Ça, c'est absolument primordial. Donc la vie humaine, c'est ça, c'est moins de fibres, c'est moins de mouvement. Un cheval en milieu naturel, il marche au moins les 3/4 de son temps, que ce soit pour manger ou pour se déplacer. Et c'est moins de contacts sociaux. Et ça, c'est les 3 piliers du bien-être du cheval. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que ce fameux Equus-Caballus, c'est toujours le même, finalement, que celui qui était là il y a 100 ans, 200 ans, 400 ans. Mais il s'est effectivement habitué à notre mode de vie actuel. On a par exemple, pour entrer un tout petit peu dans les détails, mais le sommeil du cheval est polyphasique. Donc le cheval va dormir par petites phases tout au long de la journée. Et la manière dont va se mettre en place son rythme va dépendre des saisons. Par exemple, pendant l'été, il va plus facilement se reposer en journée et essayer de se débarrasser des insectes, il va plus se nourrir la nuit. Et l'hiver, ça peut changer. En milieu captif, surtout pour des chevaux qui vont vivre en box, évidemment, on a une habituation finalement au rythme humain, avec nos lumières artificielles, avec le fait qu'on fasse beaucoup de bruit pendant la journée, que les séances d'entraînement ont lieu pendant la journée. Moi-même, je ne vais pas voir mes chevaux à 3 h du matin, effectivement. Et donc nos chevaux s'habituent à dormir plutôt pendant la nuit, ce qui n'est pas finalement naturel pour eux à la base. Et donc ça, c'est la dernière slide. Alors c'est des photos de moi, comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de débat. Je les assume et tout va bien. J'ai choisi ce terme de révolution dans l'équitation. C'est le titre d'un livre que vous connaissez peut-être, qui est sorti en 2008, je crois. Et donc qui pose les jalons, on va dire, d'une nouvelle approche du cheval, notamment basée sur ce qu'on a appelé l'équitation dite éthologique, donc qui se base sur des apports de l'éthologie, de l'étude du cheval. Et je vous ai mis ces photos juste pour vous montrer qu'en fait, aujourd'hui, on va vraiment vers l'émergence de nouveaux types de disciplines. Donc là, par exemple, c'est la monte sans mort et le travail au sol. Mais c'est juste des exemples parmi 1000 autres. Mais je pense qu'il faut quand même être vigilant sur le fait que c'est pas parce que c'est des nouvelles approches qu'elles sont forcément respectueuses du cheval. Et que c'est pas parce qu'on a des approches plus traditionnelles qu'elles sont forcément pas du tout respectueuses du cheval. Donc comme je vous disais tout à l'heure, surtout bien faire attention au contexte, observer le cheval dans son ensemble, prendre en compte les piliers de base du comportement et du bien-être du cheval. Et après, on observe et on améliore, parce qu'on peut toujours améliorer. Merci Marie. Toujours pareil, hein, des observations. Alors moi j'en ai 2 qui sont venues au fur et à mesure de la présentation de Marie. La première, et je m'adresse aussi à Patrice Eco, le lait de jument, c'est aujourd'hui une activité économique en Bretagne. Il faut le savoir qu'il y a des fermes équines, dans le Finistère, entre autres, je crois. Derrière ça, je ne sais pas si Patrice le sait, mais je pense que c'est lié aussi à tout ce qui est cosmétique, pas uniquement alimentaire. Voilà, peut-être un petit mot là-dessus. Oui, c'est vrai. C'est bon. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont convaincus de l'intérêt du lait de jument. Après, il y a un problème de système économique à mettre en place. Donc, il y a en effet dans le Finistère actuellement une ferme qui fonctionne. Il y en avait une dans les Côtes-d'Armor aussi. Quelqu'un que j'avais suivi d'un peu plus près, j'ai un peu suivi son activité. Ils avaient vraiment un problème de débouché. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les pédiatres, par exemple, ne recommandent pas l'utilisation du lait de jument.
Donc généralement, finalement, le lait de jument est utilisé pour faire des cosmétiques. Okay. Alors, Et donc, autant les Français parfois achètent des gélules de lait lyophilisé, de lait de jument donc, qui viennent de Belgique ou d'Allemagne, et en France actuellement, on a la capacité de produire, mais le système n'est pas en place en fait. Okay. Donc ça c'est important de montrer bien le spectre très large de l'activité cheval. Le deuxième c'est les chevaux sauvages. Et entre autres les brumbies en Australie. En Australie, alors, on est entre nous, il n'y a pas la presse, hein, ça va, on peut parler. Vous vous souvenez de l'actualité récente sur les sous-marins et le contrat du siècle qui a échoué. Lié à ce contrat du siècle, parce que c'est jamais très honorifique que d'être vendeur d'armes, et on avait un contrat de partenariat engagé avec l'Australie sur la gestion de ces chevaux dits sauvages. Ces chevaux aujourd'hui sont éliminés à la mitrailleuse par hélicoptère, par les dégâts qu'ils créent, comme les kangourous, comme d'autres espèces, qui aujourd'hui envahissent les villes, envahissent les cultures et autres. Donc là, voilà, le projet de collaboration peut-être qui va se poursuivre, mais donc pas de sélection, pas d'utilisation, et ce pays importe leurs chevaux, par exemple, pour les concours ou pour l'endurance, pour un certain nombre de choses, et ces chevaux-là ne sont pas du tout aujourd'hui en situation voilà, d'être actifs dans l'activité économique de l'Australie. C'était une anecdote. Là, c'est important, les deux interventions que l'on a eues de Frédéric et de Marie, ça cadre. Parce qu'après, on va développer. On va aller sur trois points différents. Justement, toute la médiation animale, avec Patrice Eco, on va conserver le micro. Donc, cette définition, les thérapies qu'il y a autour, l'éducatif, voilà, tout ce champ-là de la médiation, qu'est-ce qu'on entend par ça et en quoi le cheval apporte, avec des témoignages, je crois, à ce sujet. Il y aura on va trouver ça dans les diapositives, ça va marcher. Et puis même, on peut se poser la question, est-ce que c'est un partenaire pour soigner? Oui, ça peut faire partie de ce champ-là. Le deuxième aspect avec Christine, c'est l'équicoaching et cette relation qui est établie et jusqu'où elle peut aller. Bon, vous êtes tous été sans doute, pour ceux qui ont vu, choqués par ces images au JO d'une cavalière, je crois que c'était en concours complet, il me semble. En pentathlon moderne. En pentathlon, où ces coups de cravache sur le cheval, alors que je ne sais pas si elle s'est remise en cause, mais en tout cas, elle portait la faute sur l'animal. Hein. C'est choquant. Donc il y a certainement d'autres manières d'aborder cette relation, et Christine va l'aborder. Et puis alors, on va se sublimer avec Dominique, parce que pour nous, pour nous, et je pense à la technique, Jean-Marc Baumier, directeur du Haradenbon, on pense que le cheval, c'est un acteur, qu'il a sa place dans un spectacle à part entière. C'est un acteur à part entière. Donc, on démarre par Patrice. La médiation animale. Voilà, la médiation. Est-ce que tu peux me donner les deux photos en noir et blanc? S'il vous plaît, oui. Avant de démarrer, c'est une toute petite question par rapport à toutes les autres conférences. Par exemple, les poulpes étaient antérieures à l'homme. Par exemple, les abeilles, on a vu, étaient antérieures à l'homme. Le cheval par rapport à l'apparition de l'homme, c'est une petite question toute bête. Alors, est-ce que c'est plutôt Marie qui pourrait répondre? Est-ce que le cheval est antérieur à l'homme? Alors oui, le cheval. Oui, c'est bon, c'est bon. Ah pardon. Il était là avant nous, oui, ça c'est sûr. Ouais. Après, il me semble que l'origine vraiment du cheval actuel, il est à 5,4 millions d'années, quelque chose comme ça. Donc c'est pas très très loin du moment où on s'est séparé finalement les chimpanzés et les autres grands singes. Voilà. D'autres questions? Alors on reprend sur la médiation avec une très belle photo. Donc oui, ça c'est une photo, j'ai deux photos noir et blanc qui ont été prises par les soignants de l'EHPAD de Carlivio. Donc pour vous parler de la médiation animale, qu'est-ce qu'on appelle la médiation animale? Donc la définition de la Fondation Sommer, qui est un peu la fondation de référence qui finance beaucoup d'activités, de travaux de recherche pour développer ces interactions entre l'homme et l'animal. Donc la définition, c'est la recherche d'interactions positives issues de la mise en relation intentionnelle de l'homme et de l'animal dans les domaines donc, thérapeutiques, et éducatifs et sociaux. Ça c'est globalement pour la médiation animale, et quand on parle de médiation avec les équidés,
avec la Fédération française d'équitation et le syndicat interprofessionnel des praticiens de la médiation équine, parce que ça se structure un petit peu le monde de la médiation. Donc on s'est mis d'accord sur une définition de médiation avec les équidés au sens large. Alors médiation avec les équidés, j'aime bien aussi ce terme-là plutôt que la médiation équine, parce que médiation équine, des fois les juristes, c'est faire la médiation juridique hein, sur des problèmes de chevaux et de vente de chevaux, des choses comme ça. Alors quand on parle de médiation avec les équidés, on comprend peut-être un peu mieux de quoi on parle. Donc on parle aussi d'équithérapie parfois, donc il y a des fois, les définitions sont un peu floues. Donc pour nous, Institut français du cheval d'équitation, la FFE et le syndicat, c'est au sens large, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est médiation avec les équidés qui ont des objectifs thérapeutiques. Alors, par exemple, thérapeutique, ça peut être de la thérapie avec le cheval. Donc c'est un psychothérapeute qui fait intervenir un cheval pour son métier de psychothérapeute. Ça peut être de l'hypothérapie, par exemple. Là, c'est un peu de la kinésithérapie à cheval. Le kinésithérapeute utilise le mouvement du cheval pour faciliter certains mouvements de la personne handicapée. Alors, au niveau des locales, c'est ce qui est fait, par exemple, à Kerpap. Kerpap qui a son propre centre équestre. Oui. Et c'est quelque chose qui est nouveau en France. Ça s'est un peu développé en Belgique, au Canada, en Suisse également, je crois. Et Kerpap est précurseur de l'hypothérapie. Donc voilà, on a comme ça des techniques un peu particulières. Quand on est dans le côté social et éducatif, donc là ce sont plutôt des éducateurs sociaux qui vont utiliser le cheval, ou aussi les équiciens. Vous avez peut-être entendu parler du terme d'équicien. Donc dans ces trois cas-là, que ce soit du thérapeutique, éducatif ou social, on a bien des objectifs au départ, un nombre de séances pour arriver à un certain stade. On fait des bilans systématiques régulièrement pour réajuster les choses. Ensuite, on a d'autres activités qui ont moins ces aspects objectifs, mais qui font aussi beaucoup de bien à la personne, donc ces relations entre l'homme et le cheval. Et ça peut être par exemple des activités équestres adaptées qui sont organisées à l'intention de personnes qui sont en situation de handicap cognitif ou psychologique. Et on peut avoir aussi, alors donc ça c'est tout ce qu'on appelle l'équitation adaptée. Voilà. Ça c'est un terme équitation adaptée. Et ça, généralement, les compétitions sont organisées dans le cadre du sport adapté. Il y a également autrement d'autres types de sports. Là, on est plutôt dans le handisport. Et là, c'est de l'équitation qui est plutôt adaptée pour des personnes qui sont là en situation de handicap physique. Et par exemple, le para-attelage va plutôt rentrer dans cette catégorie. Et puis sinon, il y a le paradressage, dont vous avez sûrement entendu parler, et qui est un sport paralympique. Et ensuite, nous avons l'équicoaching, qui est encore quelque chose de très différent. Et là, c'est la spécialité de Christine qui va vous expliquer tout ça. Alors juste parce qu'on a une très belle illustration, on va revenir sur... Donc là, je présente, c'est Dispar. Dispar, qui est le cheval territorial d'Hennebeau, dans un usage de loisirs, en dehors de ses heures de travail où il ramasse les poubelles, où il transporte des enfants, et il fait plein de choses. Et puis avec Morgane, voilà. Donc c'est un partenariat qui est établi avec l'IFCE, et donc est à l'origine Patrice Eco, et la ville d'Hennebeau a répondu favorablement à ce partenariat. Voilà. Oui, et Fabrice. Oui, alors Fabrice Gaquière est tétraplégique. Donc à l'origine, c'est un cavalier de CSO, un cavalier professionnel qui a eu un accident à cheval et qui a la colonne vertébrale qui est lésée entre la C4 et la C6. Et concrètement, il a besoin d'avoir toujours un assistant de vie. Il ne peut pas boire un café tout seul. Par contre, il est capable de mener. Donc en fait, je ne sais plus ce que j'avais mis comme photo. Donc oui, là vous voyez aussi dans cette... Là, il est en concours. Et donc, vous voyez qu'il a un système de gants, puisqu'il n'y a pas de préhension. Il a la mobilité dans ses avant-bras, il a la mobilité dans les épaules et le haut du corps. Par contre, il n'a pas de préhension, donc il y a toujours des gants. Et très bien. Et là, les guides qui sont attachés, on va dire, à ses mains, à ses gants. Par contre, il y a un système de bouton pression qui fait que si le cheval a une descente d'encolure, à un moment donné, voilà, il plonge en avant parce qu'il y a un truc qui l'embête, une mouche sur un antérieur qu'il a envie de gratter. Dans ces cas-là, la poignée va s'ouvrir et donc on ne va pas arracher Fabrice de son fauteuil. Voilà, donc on a réglé au départ la bonne tension des guides et ensuite avec ces mouvements d'avant-bras,
il va diriger très bien le cheval, en fait. Et si on revient éventuellement sur la photo tout à l'heure que tu avais, là, vous voyez qu'il est capable de faire un parcours de maniabilité, donc de passer entre des portes avec des boules sur les portes. Alors parfois, comme un valide, hein, des fois il rate un peu, il est trop près de la quille et il fait tomber la boule. Mais donc, c'est un travail qui est très fin. Et là, pour illustrer le rapport homme-cheval, c'est évident que Fabrice, il fait pas tout ça en force. C'est vraiment la communication qui a été établie avec le cheval. Ça fonctionne très bien, la voix. Et qu'il dirige le cheval où il veut. Et Dispar est très très à l'écoute. Mais c'est aussi parce que c'est un cheval dressé. Là, on aperçoit un petit peu Morgane qui est derrière, parce que Fabrice n'est quand même pas tout seul sur la voiture d'attelage. De toute façon, quand on mène, on a toujours un groom. Donc là, la différence, c'est que ce groom, il est quand même techniquement très compétent. Et s'il y avait un problème, le cheval qui a peur, parce que c'est un être vivant et toujours un peu imprévisible. Donc s'il y avait un gros problème, Morgane peut remonter sur les guides et prendre les guides et diriger le cheval. Donc, autrement, pour finir sur le para-attelage, tout à l'heure on voyait la maniabilité, et l'autre épreuve aussi qui le fait, c'est le dressage. Donc en dressage, c'est faire des figures de manège. Donc là, ça se fait dans une grande carrière, on fait des voltes, on fait des diagonales, on passe du pas au trot, on s'arrête à telle lettre, des choses comme ça. Et quand il est dans des épreuves avec des valides, il n'est pas du tout ridicule, il est au milieu du classement. Donc voilà, il est tout à fait un compétiteur comme un autre. Il faut juste adapter le matériel. Alors dans les autres choses, dans l'expérience que j'ai de la médiation avec les chevaux, il y a quelques années, j'avais développé sur le Haras d'Enbon des activités avec les personnes âgées, en partant du principe que en Bretagne, on a quand même beaucoup de nos anciens qui étaient dans le monde agricole quand ils étaient plus jeunes, et que peut-être la présence des chevaux bretons leur rappellerait quelques souvenirs. Donc on a commencé à mettre en place des ateliers avec des choses assez variées. Et donc le travail est plutôt orienté vers les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou des maladies apparentées. Et là, on voit très bien qu'on a une communication non verbale qui s'établit. Ces personnes, parfois, donc, ont du mal à s'exprimer, ont du mal à parler avec nous. Par contre, elles sont vraiment dans la relation. Parfois, elles parlent au cheval, ou parfois, elles n'ont même pas besoin de parler au cheval. Il y a vraiment quelque chose qui s'établit entre eux. Et alors, par contre, par rapport à certaines personnes au niveau de la médiation animale, moi, je ne parle pas du tout de cheval thérapeute. Est-ce qu'on peut peut-être dire que le cheval est dans l'empathie? Ça, je ne vais pas m'aventurer, je vais plutôt laisser Marie parler de ça. Mais c'est certain que le cheval, il est à l'écoute. Là, on voit son expression. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il est attentif à ce qui se passe. Et il n'a pas du tout le même... dans l'expérience que j'en ai, il n'a pas le même comportement avec une personne qui est en difficulté qu'avec une personne qui est en pleine forme. Alors voilà, donc ça veut dire qu'il aurait conscience, parce que ce mot-là, on peut l'utiliser, de la fragilité de la personne en face ou de la situation dans laquelle il est. Est-ce que c'est exactement ce terme-là? Je ne vais peut-être pas m'aventurer sur ces mots. Ce qu'on a montré par contre au niveau des recherches, dernièrement, c'est que le cheval a conscience des émotions de l'humain en face de lui. Par exemple, il ne réagit pas de la même façon si on montre des photos de personnes qui sont souriantes ou des photos avec des personnes qui sont le sourire dans l'autre sens, avec les sourcils froncés. Dans ces cas-là, les battements cardiaques du cheval vont s'accélérer avec la photo de la personne qui fait très ronchon. Et après, aussi, quand on met ces personnes-là dans la pièce avec le cheval ne va pas se comporter de la même façon. Il ne va pas aller vers la personne qu'il a vue, même si tous les deux après le sourire. Mais il va se souvenir que telle personne avait une attitude très négative. Enfin, une attitude même pas, c'est vraiment l'expression du visage. Il ne voyait que le visage. Donc il a conscience de ça. Il a conscience de ça. Après, est-ce qu'il a conscience de la fragilité? Peut-être pas. Mais après, c'est peut-être aussi son côté cheval de proie, son instinct qui fait que peut-être pour lui, il y a un danger ou pas. Moi, j'aurais un peu tendance aussi à penser, mais c'est limite à mon expérience, aussi que la personne qui a certaines fragilités n'a pas la même posture par rapport au cheval, par rapport à la personne qui a tous ses moyens
et qui va vouloir faire de l'équitation, faire du CSO, faire des choses et montrer qu'elle est forte avec le cheval peut-être. Certains ont parfois cette attitude un peu de puissance avec le cheval, et là les rapports sont tout à fait différents dans les cas de médiation avec les équidés. Et donc on a ce côté apporter du bien, le câlin, la douceur, la chaleur. C'est certain que les personnes âgées se remémorent de souvenirs qu'elles avaient d'enfance. Assez souvent, enfin ça dépend des personnes, mais comme assez souvent, elles sont capables de parler à leur entourage de ce qu'elles ont fait récemment avec le cheval. Alors, elles ne vont pas être capables de le situer dans le temps, mais ça va quand même laisser une petite empreinte, le fait d'avoir revu le cheval. Donc c'est certain des émotions qui sont positives, et ça met également les personnes âgées en mouvement, parce qu'elles vont avoir envie de s'avancer vers le cheval, envie de lever le bras, être d'accord pour brosser l'encolure, et donc faire des mouvements qu'elles ne font peut-être plus forcément se peignant. Elles ont besoin d'une aide à domicile ou d'une aide soignante pour se peigner. Donc voilà, on a vécu des bons moments. Dans ce cadre-là, donc d'activités, là, pas juste des activités de loisirs, de mise en contact. Là, vous voyez aussi que les deux ponettes, les deux petites ponettes Welsh, là on est dans un manège avec les personnes âgées qui sont de l'autre côté du mur, elles ne sont pas du tout contraintes dans la relation. C'est elles qui viennent vers les personnes âgées. Il y a un intérêt, vraiment, une relation qui se crée. Est-ce qu'il y a des questions sur ces pratiques? C'est réjouissant. Moi, je crois. On apprend beaucoup. Oui, une question, madame. Merci. Déjà, merci pour toutes les interventions qu'on a entendues. C'est très intéressant. La question que j'aurais, c'est... il y en a deux. Déjà, où est-ce que nous pourrions trouver les articles de recherche, si ça a donné lieu à des articles de recherche par rapport aux études du cheval, avec les études sur les photos, les photographies, les expressions du visage. Ça m'intéresserait si on peut trouver des liens après la conférence, si on peut avoir un endroit où trouver les liens des recherches, voilà, et des différentes expériences. Et une autre question, donc là on parle de la médiation par rapport aux personnes âgées atteintes de certains troubles, et je voulais savoir si, notamment par rapport aux scolaires, avec, on va dire, le nombre très élevé maintenant d'enfants reconnus avec des troubles, donc on va dire les plans d'accompagnement personnalisés qui augmentent énormément en collège ou en lycée. Est-ce que par rapport au cheval, il y a des choses qui ont été mises en place? Alors je pense que oui, mais vraiment peut-être associées à des troubles, les troubles 10 ou les troubles du comportement, les troubles de l'apprentissage. Est-ce que c'est quelque chose, il y a des pistes de recherche, ou est-ce que c'est déjà fait? Dans ce cas-là, c'est moi qui ne me tiens pas du tout au courant. Mais voilà, j'aimerais savoir ce qui est fait par rapport à ces enfants-là. Je vais répondre. Je vais répondre à la première question. Vous avez sur le site de l'IFCE tous les colloques qui sont sur la recherche, et notamment sur la recherche en comportement ou sur les recherches cognitives sur le cheval. D'accord. Oui. J'en précise aussi, en allant sur l'IFCE, vous pouvez taper Wikipédia à vous-même, et vous avez plein de fiches qui vulgarisent vraiment toutes les dernières études qui ont pu être faites sur le cheval, son comportement, son bien-être. Voilà, donc c'est super intéressant. Wikipédia. Et donc, si vous voulez, tout à l'heure, la référence, là, je l'ai dans mon cartable, je pourrais vous donner le titre exact de la fiche Wikipédia qui parle de ça. Merci. Alors, après, sur les recherches, justement, ce que je faisais, là, les photos que vous avez vues, on est dans des activités avec le cheval. Et là, ces activités-là se faisaient dans le cadre des accueils de jour, enfin, ou des activités organisées au sein de l'EHPAD. Donc, il n'y avait rien de thérapeutique dans l'histoire. Et le sujet qui m'intéressait, c'était de savoir si, moi j'avais l'impression que ça faisait du bien, si on pouvait vraiment objectiver ça. Donc actuellement, on a un travail de recherche qui est fait avec l'Université de Tours. Avec l'université, ça s'appelle, ce laboratoire, c'est les psychologies des âges de la vie. Et donc ils ont une partie spécialisée dans la gérontologie. Et donc on a une étude pour essayer d'objectiver avec des tests dans le tempérament avec les psychologues qui sont faits avant les séances, après les séances. Et on compare, donc ça c'est sur 12 séances hebdomadaires, et on compare des ateliers cheval à des ateliers musique. Parce que le fait de faire des ateliers, par exemple, quels qu'ils soient, on mobilise déjà le groupe de personnes. On leur fait une activité particulière, on va s'intéresser particulièrement à eux.
Donc est-ce que c'est le cheval ou est-ce que c'est l'atelier? Enfin, vous voyez, c'est assez complexe. Donc l'étude a commencé, on a commencé sur 2 EHPAD, les ateliers cheval, on a encore donc 2 autres EHPAD pour les ateliers cheval, et 4 ateliers musique encore à faire. Donc le résultat, ce sera à la fin, en septembre 2022. Voilà. Donc ça, ce sont des études financées par le conseil scientifique de la filière équine, avec des partenaires, donc là c'est France Alzheimer qui est partenaire, et puis la FFE. Et justement, par rapport aux jeunes, je pense aussi qu'il y a des choses à faire. Alors, il y a certains professionnels qui ont une expérience. Dernièrement, lors du dernier Equimeeting de la médiation avec les équidés, donc ça, pareil, vous trouvez ça sur le site internet de l'IFCE. Donc ça, c'est notre rôle de diffusion des connaissances. Donc on essaie de faire des fiches Wikipédia, on fait aussi des Equimeetings, des webconférences. Et donc on avait le pied à l'étrier qui parlait de son expérience avec des jeunes. Et alors, en fonction des jeunes qui étaient accueillis, c'était soit des enseignants d'équitation, donc avec cette spécialité d'accueil de ce genre de public, soit c'était des psychologues, soit des infirmiers psychiatriques qui prenaient en charge, enfin qui prenaient plus en charge le groupe avec les autres corps de métier. Enfin, généralement, il y a plusieurs compétences techniques différentes autour du projet de chaque individu. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, pour les jeunes, j'espère qu'on va pouvoir... toujours avec le même laboratoire université. Donc avec là les gens qui s'occupent plutôt des adolescents, essayer de mettre en place un projet sur le problème en particulier des liens affectifs, de certains qui seraient en manque de liens affectifs et de voir ce qu'on peut créer grâce au cheval. Je me permets juste une intervention parce que nous étions en séminaire au niveau des élus du Pays de Lorient, des 25 communes de Lorient Agglomération, en phase d'écriture du projet de territoire pour une vision à long terme. On parlera du cheval certainement dans ce projet de territoire. Un exemple de ce qui, moi, je souhaiterais qu'il y ait, comme il y a cette ambition sur le Pays de Lorient que tous les enfants aient le contact avec la voile, qu'ils puissent aussi avoir le contact avec la nature via le cheval. On ne fera pas des compétiteurs. Il ne s'agit pas de faire des futurs cavaliers pour les CSO, mais à travers les équipements que l'on a, le haras d'Enbon est un équipement communautaire. Propriétaire, c'est bien, Lorient Agglomération, même si c'est géré à la fois par le conseil régional, le conseil départemental, la ville, et voilà. Mais je pense que ça a du sens, autant que le golf, autant que la patinoire de l'Annester, d'avoir 5 séances de contact direct. Alors on est plus effectivement dans le coaching, enfin dans la relation, établir la connaissance de l'animal, parce qu'on a un monde, et c'est un peu le sujet d'introduction, c'était ça, c'est qu'aujourd'hui on écarte tellement l'humain de l'animal, que là on aurait la possibilité sur une population de scolaires, généralement ce sont les CM1, CM2, qui participent à ces cycles financés par Lorient Agglomération. Voilà, c'est un vœu, j'espère qu'il ne sera pas pieux, et que d'ici 1 an ou 2, on arrive à cela, et que tous les enfants découvrent le monde du cheval, découvrent le cheval et comment il vit, et les fondamentaux qu'on a dit tout à l'heure. On est bien dans les temps, c'est bon, on est parfait, il faut me dire. Donc Christine Pastor, alors, Equi-Coaching. Je ne sais pas si parmi vous, on fait un test, alors on y va, enfin on fait un peu, c'est dimanche après-midi, on n'est pas à l'usine. On fait un test. Qui c'est qui a déjà entendu parler d'Equi-Coaching? Allez, 50-50. Donc, il y a tout un travail à faire. Donc, comme j'expliquais, très près. l'Equi-Coaching, c'est une technique de développement personnel. Donc, du coup, le cheval va agir comme un miroir vivant de notre manière d'être avec nous-mêmes et avec les autres, capable d'accéder au non-dit et tout ce qui va être inconscient. Il va mettre en lumière sans juger, avec beaucoup de générosité et de bienveillance. On va faire des exercices très simples avec lui, et ce qui va être intéressant, en fait, c'est de la manière dont on va se mettre en lien avec lui, comment on va créer la connexion et finalement comment on va l'inciter à coopérer. Tous ces exercices parlent du système limbique principalement, qui est la zone du cerveau la plus concernée par les émotions. Le cheval ayant lui-même un système limbique très développé, il est piloté par ses émotions et ses sensations. C'est cette dimension émotionnelle, en fait, qui, en faisant tomber les masques, va provoquer la prise de conscience et le changement. Toutes les expériences qu'on va vivre avec lui vont être transposables après dans nos vies personnelles et dans nos vies professionnelles. Il nous offre vraiment un chemin pour nous reconnecter à nous-mêmes
et toujours avec beaucoup de bienveillance et de générosité, comme je le disais tout à l'heure. Je crois qu'il y a un film, vous me direz à quel moment. Oui, je propose qu'on le lise regarde. peut-être mes propos avec une petite vidéo Voilà. que je vais vous commenter au fur et à mesure. Oui. Donc ça, c'est les 2 chevaux avec qui je travaille principalement. Donc il y a un trotteur sur la gauche et un lusitania sur la droite. Après, je suis amenée aussi à travailler avec des chevaux de sport, des chevaux de trait. Donc là, c'est l'écurie où ils vivent, pour que vous compreniez un petit peu comment ça se passe en fait. Ils sont principalement en pré en général. Et c'est dans cette écurie que je vais vous accueillir en fait pour faire les séances. Donc on fait un petit entretien au préalable où la personne expose en fait ses besoins, ses attentes, ses problématiques. Donc on prend un petit temps d'introspection avant de faire la séance avec le cheval. Donc voici un exercice qu'on peut effectuer en équicoaching. Donc là, la personne doit juste faire en sorte que la jument la suive. Dans cette situation, on voit que la jument n'est pas très attentive à elle. Donc elle essaye de faire en sorte que la jument la suive. Donc elle est en train de l'appeler, là on n'entend pas. Elle a des mouvements corporels pour attirer la jument vers elle. On voit que la jument s'occupe d'autre chose. Donc là, je vais arrêter la séance, pareil, pour qu'on fasse une petite pause. Donc là, on la voit rigoler, il y a une sorte de lâcher-prise. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que la jument, à ce moment-là, se pose quelques questions et elle décide de suivre la personne. Donc comme quoi, le langage non verbal et ce qu'il y a dans l'esprit, quand même, a un impact assez important. Donc pendant l'introspection, finalement, je lui demande ce qui s'est passé, comment elle a vécu cette situation, quelles étaient ses pensées, ses émotions. Et qu'est-ce qu'elle... Donc, du coup, on se rend compte qu'il y a un brouhaha dans son mental assez important auquel la jument ne peut pas se connecter. Et on repart sur qu'est-ce qu'elle souhaiterait qu'il se passe. Et là, comme un nouveau logiciel, on va installer. Et donc là, c'est la seconde partie du travail avec la jument. On voit qu'elle est vraiment connectée à elle. C'est-à-dire qu'elle arrive avec un tout autre état d'esprit. Et la jument, là, peut venir se connecter à elle. Et du coup, ça crée le lien. Là, c'est une autre sorte d'exercice qu'on peut faire. Le cheval doit tourner autour de nous. Donc là, il va demander un petit départ au trot. Il a demandé un petit peu fort, donc on voit que le cheval, le mécontentement un petit peu du cheval, mais il accepte quand même de coopérer. Donc là, c'est juste des réajustements, en fait. Ensuite, il va lui demander une transition au pas à ce moment-là, mais il la demande un tout petit peu forte, donc on voit une accélération. Donc pareil, incarner ce qu'on a besoin de voir chez le cheval, et là il va calmer son langage non verbal, il va se reprendre pour que le cheval repasse au pas. Donc d'où l'effet miroir qu'on peut constater. Là c'est une séance collective, donc là c'est le démarrage du faire ensemble. Comme ça on peut voir comment chacun s'est positionné, en sachant qu'il y a eu un petit travail au préalable pour savoir dans quel rôle ils se voyaient, si c'était dans un rôle de réflexion, d'action ou de relation, et comment les autres les voyaient. Donc là, ils essayent d'encadrer un petit peu le cheval pour l'inciter à faire ce parcours. Et là, c'est la fin du parcours. Donc là, on voit que ça s'est organisé un peu plus, l'action est plus fluide, et ça permet, pareil, d'avoir un effet miroir, en fait, sur le groupe, comment chacun se positionne. Là, on a un travail en binôme. Donc pareil, là, ça peut servir par exemple pour des commerciaux, c'est-à-dire, il y a un obstacle où le cheval doit passer en dessous, qui est un petit peu regardant. Donc comment ils vont le convaincre en fait de passer en dessous, comment ils vont l'inciter à venir. Donc ça permet de s'observer soi, d'observer ses collègues. Et c'est finalement le plus important, c'est la manière dont on s'y prend. Donc pareil, un obstacle un petit peu regardant de nouveau, c'est une bâche au sol. Voilà, comment il se positionne. Donc cette personne essaie de montrer l'exemple. Il prend les devants, il l'encadre un petit peu, il lui laisse le temps de la réflexion au cheval. Donc tout ça, c'est transposable dans nos interactions humaines. Voilà. Il monte
tous les deux l'exemple. Il le félicite d'être arrivé là. Voilà. On les voit féliciter. Et là, c'est juste un exemple pour vous faire comprendre que finalement, la relation va être un contenant et qu'on peut mettre dedans ce que l'on souhaite. Donc si vous mettez de l'amusement, si vous mettez de la joie, forcément, vous allez la transmettre à votre cheval. Et vous pouvez créer l'interaction que vous souhaitez. Donc là, il y a beaucoup de jeux, on voit que le cheval s'amuse. Voilà. Merci Christine. Vous avez couru ce matin? Non. Vous n'avez pas fait la... Pour faire la vidéo, tout à fait. Oui. Je suis assez claire. En tout cas, merci. Merci beaucoup parce que les images illustrent très bien votre travail. Vous pouvez peut-être développer un peu tout ça. Donc, on voit bien autour de l'équicoaching les éléments miroirs. Vous avez parlé du terme miroir, à la fois individuel, à la fois collectif. Et ça marche. Vous avez du monde qui vient vous voir pour ça. Est-ce que les mentalités sont prêtes dans les entreprises ou les particuliers? Oui, de plus en plus. Voilà. De plus en plus. Donc, je vais vous expliquer pourquoi le cheval finalement. Oui. Donc, comme mon collègue en parlait tout à l'heure, c'est une proie. Donc, c'est un herbivore qui est chassé par des prédateurs. Du coup, le cheval doit sa survie en fait au développement de qualités qui impactent maintenant directement sa relation avec l'humain. Il est capable de ressentir, même à distance, dans quel état on est, dans quel état d'esprit on vient en fait. Que ce soit, il peut le voir pour un animal, autant que pour un humain. Pour donner un exemple, dans la nature, en fait, si un prédateur passe, il est capable de voir s'il passe réellement paisiblement, tranquillement, ou s'il fait semblant de passer paisiblement, tranquillement, pour pouvoir mieux attaquer le troupeau derrière. Donc pour ça, il a développé des qualités qui lui permettent de percevoir et de réagir à des signaux dont on n'a même pas conscience, c'est-à-dire une accélération du rythme cardiaque, ou de la pression, une augmentation de la pression sanguine, de la pression artérielle, et même les tensions corporelles en fait. Tous ces signes qui se manifestent un petit peu à notre insu en fait, en fonction des états émotionnels dans lesquels on est. Donc ça c'est intéressant puisque donc il perçoit dans quel état nous sommes. Il a une intelligence émotionnelle très développée également. C'est ce qui lui a permis de survivre pendant des siècles et des siècles. Et du coup, par mimétisme, il nous invite vraiment à développer cette intelligence émotionnelle. Il va donc nous faire un effet miroir, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui vont nous permettre des prises de conscience de notre langage non verbal, de nos émotions et de nos pensées. De comprendre notre processus de création et la résonance que ça va avoir en fait sur nous-mêmes et sur notre entourage. Pour vous donner une idée, en fait, si le langage non verbal, la pensée et l'émotion n'est pas en adéquation, en fait, ça va devenir quelque chose de suspect pour le cheval. Donc il va avoir du mal à se connecter à nous et à venir vers nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme on le sait aujourd'hui, notre langage non verbal couvre à peu près 80% de notre vie, de notre communication, et que du coup, il nous reconnecte aussi à cette intelligence non verbale. Il est profondément authentique, donc pareil, il nous invite à l'être également, en sachant que l'authenticité est vraiment un rapport à soi-même. Quand tu viens vers moi dans tel état d'esprit, voilà ce que je ressens. Donc ça, c'est pareil, ça nous permet vraiment d'éveiller nos sens quand on travaille avec lui, afin de pouvoir ancrer notre présence et finalement de trouver un équilibre entre la raison et l'émotion. Et le cheval vit principalement dans le moment présent. Et ce qui est intéressant pour nous dedans, c'est ce qu'on a fait avec lui en fait juste avant n'aura jamais autant de poids que ce que l'on fait avec lui dans l'instant présent. Du coup, il nous donne toujours une nouvelle chance de bien faire. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit qu'il est sans jugement et qu'il a beaucoup de générosité et bienveillance. En termes de gestion sociale également, il peut vraiment nous servir de modèle. Pour les raisons que j'ai citées précédemment, il a une connexion à son corps aussi continuelle en fait, sur lesquelles on va pouvoir prendre exemple. Il vit dans le moment présent, il a une intelligence émotionnelle très développée,
Il y a une notion d'assertivité aussi qui est très présente, où il n'y aura pas de bien ou de mal, en fait, il y aura le ton juste à adopter au moment opportun. L'authenticité, comme je disais tout à l'heure, l'unicité aussi, l'intuition, la coopération, enfin beaucoup de qualités. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sa survie en dépendait en fait de cette gestion sociale, pas la nôtre. Donc on s'est un peu déconnecté de toutes ces qualités qui sont tellement importantes à notre bien-être. Donc du coup, il nous montre en fait une qualité de vie pour nous, mais pour vivre ensemble aussi. Par rapport à d'autres animaux, il y a le cheval a plus ces critères-là dans ce qu'il est par rapport. On a un chien, il y a d'autres types d'animaux qui n'ont peut-être pas tout à fait le même intérêt, je dirais, dans cette relation. Alors, ce qui est intéressant dedans, c'est que on reste quand même des prédateurs pour lui. Hein. Oui. Ça reste une proie. Donc du coup, forcément, le chien va plus avoir envie de tout satisfaire. Le cheval n'aura pas forcément d'intérêt à nous fréquenter, quoi. Donc du coup, c'est vraiment à nous d'initier quelque chose d'agréable. Alors, on comprend tout l'intérêt de cela. Et il y a une question, quelle différence avec le coaching classique, c'est-à-dire ce qui se fait ou ce qui s'est fait habituellement dans de nombreux centres équestres ou dans d'autres activités? C'est complémentaire, c'est antinomique? Alors, par rapport à des coachings classiques où il n'y a pas le cheval, en fait? Si, oui, ou je dirais que cette notion d'équicoaching, la façon dont vous apportez cette analyse-là, le positionnement que vous avez dans la relation, ne me semble pas être historiquement la posture qui a été utilisée dans un certain nombre de centres équestres. Tout à fait. Alors, je vais expliquer pourquoi l'intérêt de pratiquer l'éco-coaching. Après, je répondrai à cette question. Parce qu'il y a quand même des détails assez importants à noter pour comprendre la différence finalement avec avec des coachings classiques. Déjà, l'interaction avec le cheval se passe dans un monde de silence. Donc du coup, ça va permettre de mieux s'écouter, d'écouter le déroulement de ses pensées, de ses sensations, de ses émotions. Et du coup, de pouvoir se positionner en tant qu'observateur de soi-même et de l'environnement dans lequel on est. Et du coup, le fait d'être un petit peu comme un spectateur dans une salle de cinéma, en train de regarder l'action et le déroulé, ça va permettre de comprendre les connexions qu'il existe entre nos états émotionnels, physiques et mentaux. Le cheval va mettre en lumière en fait les croyances limitantes de la personne et va aider à les transformer en croyances aidantes. Du coup, ça favorise vraiment la compréhension de notre processus de création qui arrive par nos schémas de pensée. Donc, le but est vraiment d'aider à la prise de conscience dans un environnement sécurisant en favorisant des expériences agréables. Je vais citer la phrase de William James qui me paraît très adéquate. La plus grande découverte de notre génération a été de s'apercevoir qu'un homme peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser. Donc, ça correspond vraiment au travail qu'on fait avec les chevaux. L'idée est de prendre vraiment conscience de toutes ses aptitudes et de tout son potentiel pour devenir vraiment des véritables acteurs des situations qu'on vit, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. On passe par une expérience. Donc du coup, ce ne sera pas quelque chose qu'on aura lu, entendu ou vu. Ce sera vraiment quelque chose qu'on aura vécu de l'intérieur. Et c'est pour ça que ça reste vraiment ancré à l'intérieur de nous. Ça nous permet vraiment de nous rendre compte aussi du pouvoir que l'on a sur nous-mêmes, finalement. Et on peut vraiment s'inspirer de la sagesse des chevaux pour nous aider à nous épanouir. Donc du coup, la différence avec un coaching classique, c'est que le cheval va nous apporter une lecture qu'on n'aura pas forcément prévue. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y aura ce que la personne a dit, ce qu'elle aura évoqué, bien sûr, et le cheval va amener un second éclairage qui sonne souvent très juste. Et c'est souvent des choses qui étaient sous-jacentes, en fait, à des freins ou à des problématiques qu'on avait pu rencontrer. Du coup, c'est vraiment un travail de coopération qui va être fait. Et l'autre avantage, bien sûr, c'est que vu qu'on est dans une interaction, le cheval va toujours confirmer et conforter si on est dans le juste ou dans le faux. Donc toutes les erreurs, en fait, vont être transformées en opportunités de développement avec la possibilité immédiate de faire différemment et de faire mieux.
Oui, alors, on voit bien, vous recevez par exemple des personnes qui font de la compétition, c'est pas incompatible, moi tout à fait, et qui ont besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe à un moment donné, où peut-être la connexion ne se fait plus. Ils ont besoin de se comprendre eux-mêmes. Oui. C'est-à-dire que quand c'est pour des cavaliers, vous voulez dire par Oui, exemple oui. Alors, quand le travail avec les cavaliers, ça ne va pas être un travail sur le technique. Ça va vraiment être un travail sur eux-mêmes et du coup, par rebond, ça va agir sur le cheval forcément. En fonction de l'état mental dans lequel on est, ça aura un impact assez important. C'est un élément complémentaire un peu de ce qu'a dit Marie tout à l'heure. Donc les deux aspects sont travaillés. Moi, je trouve ça très intéressant. Alors moi j'ai un petit témoignage personnel. Je suis redevable de Faust, le boulonnais qui est à Hennebont, parce que j'ai eu un moment un peu difficile sur un choix à faire personnel important, quitter la mairie d'Hennebont par exemple, et des problèmes de santé. Et je sais que c'est cette relation-là, ce monde du silence, hein, ce que vous avez dit, j'ai noté, le moment présent. Et le rythme. Alors là, vous voyez, vous étiez à 120%, hop, il m'a fait descendre. Et c'est vrai que je suis redevable de cette période-là. Et oui, parce Voilà. qu'en fait, il vous ramène à la réalité, c'est-à-dire que vous sortez Oui. de l'hypnose du mental quand Oui. vous travaillez avec les chevaux, effectivement. Tout à fait. Y a-t-il des questions par rapport à Christine? Parce que bon, on a vu différentes thématiques, mais je suis soucieux aussi de l'horaire. Hein, on est bien encore, mais vous avez peut-être à ajouter des choses. Oui, je sens qu'elle est encore sous la pédale. Juste Oui, attendez, il y aura une question pour faire un peu rupture. Hein, Alors, c'est pas une question, mais j'ai fait partie de l'équipe des 4 là, qui essayaient de faire avancer le cheval. Donc, Christine a eu la bienveillance de montrer l'équipe qui avait effectivement réussi à faire passer le cheval sous le cerceau. Par contre, de notre côté, au bout d'une heure, le cheval n'avait toujours pas bougé. Et la moyenne d'âge de l'équipe était, enfin, le plus jeune devait avoir 50 ans, avec tous des expériences de management importantes, on va dire. Et effectivement, quand on s'est retrouvé face au cheval, on s'est retrouvé face à nous-mêmes et il y a eu un grand moment de vide. Merci pour le témoignage. Mais ça se travaille, c'était très bien. Merci. La preuve, vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de rancune. Non. Ok. Vous vouliez rajouter? Oui, je voulais juste dire à qui ça s'adressait finalement. Oui. Du coup, ça s'adresse aux particuliers juste pour travailler sur le bien-être et cultiver de la joie de vivre, par exemple. Ça peut aider aussi pour la gestion des émotions, du stress, de l'angoisse. Ça nous permet de travailler sur le lâcher-prise. Il y aura un travail sur l'authenticité, bien sûr, finalement, pour trouver un peu plus de paix. Ça peut être pour des professionnels aussi, que ce soit pour des projets ou de la performance. On va pouvoir développer de la confiance en soi, on va pouvoir travailler sur sa présence, sur sa communication. Aussi pour les enfants, les adolescents, les groupes en entreprise également, que ce soit pour des managers, pour travailler sur la cohésion ou le sens du collectif, pour des commerciaux également, sur l'adaptabilité, la communication aussi. Sur les comités de direction pour le développement de l'intelligence émotionnelle, parce qu'on sait que ça apporte du bien-être et du coup on connaît le bien-être sur le résultat d'une société. Aussi pour le monde du sport, donc comme on le disait tout à l'heure, pour les coachs sportifs, finalement comprendre ce que l'on transmet au-delà des mots. Pour les sportifs aussi, sur la centration, l'esprit d'équipe. Travailler la pleine conscience avec eux est très intéressant parce qu'il vient vraiment éveiller tous nos sens. Donc ça permet vraiment d'ancrer la pleine conscience en nous. Et voilà, vous avez compris qu'en fait, tout ce qu'on va apprendre avec lui va être autant utile dans notre sphère privée que professionnelle. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci aussi. On peut passer... Oui, une question sur le dernier rang. Bonjour. Du coup, vous avez fait quoi comme parcours pour devenir coach? Alors, en fait, je suis monitrice et cavalière depuis 15-20 ans et j'ai passé un DE accompagnateur de performance. D'accord, donc vous avez... Donc classique en université, oui. Ok, et vous avez repris ça du coup plus tard pour combiner l'accompagnement psychologique J'ai pas entendu le début, excusez-moi. Du coup, vous avez pris cette formation quand vous étiez adulte pour lier le coaching psychologique et professionnel à votre activité de base. C'est ça? Alors, j'ai fait ma vie de professionnelle dans le monde du cheval
Et ensuite, j'ai passé ce DU accompagnateur de performance, oui, de coach. Okay. C'était ça la question? Oui, et ça fait longtemps que vous êtes coach du coup? Là, ça doit faire 3 ans maintenant. Ok, merci. Merci. On va passer à Dominique. Dominique. Chouette. Oui, chouette. Et on va terminer par l'émotion et la beauté. Oui, ben, le bien-être, parce que c'est le thème. Hein, donc, oui. Je trouve que de toute façon, tout le monde se recoupe. Le bien-être dans le travail, on va dire, puisque les chevaux sont nos guides, même dans ce domaine un peu particulier du domaine artistique, qui a pu être assez controversé les derniers mois. Je trouve ça intéressant d'ailleurs que chacun se soit questionné un petit peu sur jusqu'où on a envie d'aller dans la performance, quels moyens on utilise, etc. Et je trouve qu'il était temps de se poser ces questions-là. Il était temps de faire une conférence autour du bien-être animal, parce qu'il faut absolument éveiller les consciences. Et en tout cas, je m'y emploie, puisque je suis aussi enseignante et je travaille avec des scolaires quand le Har en accueille. Parce que je crois que ma mission, c'est éveiller ces consciences, sur peut-être jusqu'où il ne faut pas aller. En tout cas, essayons d'avoir la pleine conscience de ce que l'on fait. Et que chacun doit avoir une conscience tranquille quand il collabore avec ces êtres merveilleux qui nous font le cadeau d'être nos partenaires à ce moment-là. C'est peut-être un petit peu confus parce que c'est beaucoup d'émotions, puisque c'est 40 ans de vécu avec les chevaux, avec des expériences diverses et variées, pour en arriver aujourd'hui à m'intéresser aux liens. Et alors ça rejoint ce que vous dites tous. Ce qui nous importe, c'est le lien avec cet être merveilleux. Il se trouve que du coup, en tant qu'artiste, j'expose ce lien au public, mais non pas à des fins personnelles pour nourrir mon ego, mais je pense plus pour pouvoir diffuser la beauté de la relation. Quand les chevaux nous font la grâce de nous accueillir dans leur univers et de nous apporter leur élégance, eh bien, la relation qui en découle avec nous, ce partenaire, ce guide, était effectivement exceptionnel. Et le bien-être dans le travail, parce que je ne voudrais quand même pas trop m'éloigner, on est vraiment sur le bien-être animal, donc parlons-en. Le bien-être animal du cheval est une quête quotidienne. On a vu tous les curseurs physiques, bien entendu, qu'ils aient du foin à volonté, c'est une évidence, etc. Mais ce confort psychologique, où, en tant qu'artiste, j'essaie d'avoir une relation complètement privilégiée et individuelle avec mes 2 équidés qui ont 2 personnalités complètement différentes, et d'essayer ensemble de trouver ce qu'ils ont aussi, eux, à montrer. Il y en a un qui est très doux, très calme, très posé, qui n'a qu'une envie, c'est d'être dans le contact. L'autre est beaucoup plus démonstratif. S'il entend de la musique, il se grandit de 20 cm et pas par inquiétude. Et je peux vraiment être dessus, avec ou sans renne d'ailleurs. Et il me propose des mouvements et j'accompagne. En tout cas, on essaye, on tend vers cette sobriété, on tend vers cette communion. En tout cas, c'est une quête. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas plus maligne, voilà, que qui que ce soit. Donc on n'y arrive pas forcément, mais cette relation-là est tellement précieuse. Comme disait justement Christine, elle nous relie à l'instant présent.
on ne peut pas tricher. Et il faut accepter que le cheval propose ou pas. Qu'est-ce qu'il nous renvoie à l'instant T? Et comme je suis professionnelle dans le monde artistique, qu'est-ce que j'ai envie de montrer avec lui, du coup? Je ne sais pas si je suis très très claire. Si, tout à fait. Si, à peu près. C'est génial. C'est-à-dire que, pour revenir sur les premières phrases que tu as prononcées, Dominique, entre autres, ce mouvement de société qui fait qu'il pourrait y avoir une association de ce que tu fais et les animaux de cirque, on voit bien qu'on est complètement à l'opposé, dans des mondes différents. Et c'est ça, sans doute, aussi le message qu'il faut que l'on passe, c'est qu'un cheval qui travaille, qui est dans la relation, travaille entre guillemets, puisqu'on lui propose une démarche artistique, ce cheval n'est pas dans la souffrance. En tout cas, on n'est pas dans ce rapport soumission, maître ou esclave. À la limite, s'il y a un esclave, c'est moi. Mais on n'est pas là-dedans du tout. Et effectivement, ah zut. On va juste, je vais même plus loin que ça. On a eu un jury récemment pour un nouvel équipement équestre pour les spectacles. Il y a entre 120 et 140 spectacles par an au Haras d'Hennebeau, compris au niveau des fêtes de Noël et autres. Et aujourd'hui, parce qu'on n'a pas d'autres équipements et que l'hiver il fait froid, c'est une piste. Oui. Une piste de cirque, c'est un chapiteau. C'est pas le chapiteau qui fait la relation à l'animal. On est bien d'accord? Donc la forme. Il a fallu bien expliquer à tout le monde dans le jury par rapport aux architectes qu'aujourd'hui, la relation équestre, enfin le spectacle équestre, la présentation de cette relation entre l'homme et l'animal peut avoir des formes très très différentes, sur des espaces très différents, et qu'il fallait, et qu'on n'est qu'au début en fait de tout ce qu'on peut imaginer dans cette relation, cette mise en relation. Donc voilà, c'est pour montrer que une posture comme celle que tu as, une activité comme celle que tu as, c'est pas gagné. Parce qu'il y a des gens non, qui parce viennent... qu'on n'est pas dans la performance, on ne cherche voilà. pas la performance. Parce qu'il y a des gens qui viennent, voilà, ouais. on a dit, hein, 80% des équidants sont des jeunes femmes qui sont souvent en centre équestre ou autre, certaines font comment dire, la voltige. Des gens pourraient imaginer, je vais sous un chapiteau, je vais voir de la voltige. Je vais voir 2 ou 3 personnes sur les épaules avec un cheval qui porte et qui tourne pendant toute la séance. Donc on était dans ce monde-là, on est bien d'accord. Dans le monde de la prouesse, oui. Il a été dans ce... Voilà. Oui. Et aujourd'hui, on est dans un autre monde et où la relation n'est plus du tout la même. En tout cas, on tend vers. Après, chaque artiste a son propre tout à fait. chemin. En tout cas, moi, c'est le mien. Oui. Et j'adore cette photo parce qu'on voit, en fait, c'est un monde de doute. C'est juste, c'est ça. On les regarde et on se questionne. Comment je peux mieux faire en faisant moins? Enfin, en faisant moins. Comment mieux faire dans le moins faire? Et ce questionnement, ben voilà, il est quotidien. Comment faire en sorte que cette relation puisse se développer, puisse s'embellir. Et du coup, c'est vrai que c'est un défi de l'exposer. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser à Dominique Bellet? Alors, il y en a une question qui a été abordée dans la préparation du débat, avec Jean-Marc, c'est est-ce que le cheval peut être un animal de compagnie? Donc, je pose la question globalement à tout le monde. Moi, j'ai entendu des choses où je ne dis pas mon sentiment, mais ce qui ressort, c'est plus complexe que ça. Peut-être Marie, pour terminer, une forme de conclusion. Hein, volontaire désigné. Je pense que déjà la question, c'est qu'est-ce qu'un animal de compagnie? Aujourd'hui, quand on pense animal de compagnie, on pense chien, chat, et puis on a ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie. Donc ça va du hamster à la gerville, à certaines espèces de serpents, etc. Alors, je ne suis pas spécialiste des reptiles, mais à partir du moment où certains serpents sont considérés comme des animaux de compagnie, pourquoi pas le cheval? Parce qu'historiquement, c'est un animal de rente, un animal de travail. C'est vrai qu'il ne vit pas dans notre salon, il dort rarement sur notre canapé, donc c'est vrai qu'on a un lien qui est très particulier avec le cheval. Je pense que c'est un des arguments aussi qui fait qu'on ne le considère pas comme un animal de compagnie, en tout cas légalement aujourd'hui. Par contre, le lien qu'on peut avoir avec le cheval, pour moi, est clairement celui d'un animal de compagnie. Je milite pour l'utilisation du terme amitié interspécifique, parce que je pense qu'on peut créer une amitié entre espèces.
Je pense que l'argument numéro 2 aussi, c'est qu'à partir du moment où on décide qu'une espèce est une espèce de compagnie, ça estime qu'il y a certaines choses qu'on ne peut plus lui faire. Et notamment, on ne pourrait plus le manger, par exemple. Donc ça pose une question qui est très vaste. D'autres personnes sur cette notion d'animal de compagnie? Oui, Frédéric? Alors, oui, c'est bon. Moi, je vais jouer un peu l'avocat du diable. Le problème, c'est que on a de telles utilisations avec le cheval que on a peur que certaines utilisations ne soient plus acceptables du fait de la sensibilité de personnes. Alors que les utilisations qu'on a actuelles du cheval sont tout à fait justifiables dans le sens où il a la capacité de les faire. Et on fait en sorte qu'il ait la capacité de les faire. Donc c'est toujours très compliqué de réglementer sur un animal, et notamment le cheval, qui a une palette d'utilisation, une palette de capacités qui sont énormes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est traité complètement différemment, que ce soit au sein de l'État, que ce soit par les personnes, parce que c'est un animal qui est complètement à part. Contrairement à beaucoup d'animaux de compagnie, alors il y en a certains, mais c'est un herbivore déjà, donc il ne faut pas compter l'avoir dans son jardin ou dans son salon. Il faut qu'il ait un espace suffisant pour pouvoir manger de l'herbe. Donc déjà, ça crée une distance par rapport à l'homme. Et puis, ce que je dis, c'est pourquoi se priver de la capacité de ce cheval, et qu'il le fait en général en les acceptant, d'utilisation. Peut-être effectivement se priver du fait de le manger, mais on sait que certaines races de traits doivent leur survie au fait qu'on puisse les manger, et notamment le trait breton. Donc se poser toujours la question, est-ce que nous, et là on est dans l'anthropocentrisme, de se dire, est-ce que c'est à nous de dire, de supprimer les activités qu'on peut faire avec le cheval? Alors je vais continuer un peu dans la provocation. En ce moment, on va partir le prix d'Amérique. Est-ce que dans 10 ans, il y aura encore, ou 20 ans, des courses? Est-ce qu'un cheval qui court au trot ou au galop a un plaisir dans tout son apprentissage? Donc ces questions-là, ce sont des questions sociétales. Oui. Une intervention. Oui. Oui, Attendez. Oui, peut-être la question d'abord. Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait même se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un animal domestique au point de vue étymologique, c'est au voisinage de la maison, quoi, en fait. Et en fait, on se rend compte avec les animaux, enfin, je me suis rendu compte que dans la domestication des animaux, au sens noble du terme, hein, en quelque sorte, j'ai été très surpris des chiffres. Actuellement, il y a une domestication des animaux. On pourrait dire que c'est assez intéressant. Il y a un lien, quoi, en quelque sorte. Au niveau des poules aussi, au niveau des chevaux, on a des animaux domestiques. J'ai été très surpris de voir la liste qui s'étend. Et en fait, c'est un petit peu associé au bien-être animal. Bon, on peut le prendre sous tous les angles, sous tous les termes, si vous voulez. Et je trouve que le cheval, j'ai pratiqué un tout petit peu avec Mme Pastor. Je trouve qu'il y a un lien très particulier. Alors là, c'est le cheval, on parle du cheval, mais il y a un lien où c'est un animal touchant, où il y a un lien qui nous renvoie des choses. C'est assez troublant, c'est assez étonnant. Et moi, je dis domestique au sens, on va dire aristocratique du terme. Quoi. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. Merci.
Oui, parce que la Dominique. définition de domestique, comme vous le dites, c'est d'avoir les animaux autour de chez soi. Et bien entendu, je vous rappelle qu'ils contribuent au chauffage de la maison. Donc et maintenant, on a besoin d'être entouré de nature et d'animaux. Donc qu'il y ait des poules, éventuellement un cheval ou plusieurs si on a de la place. Et tous les animaux, enfin chats, chiens et autres, font partie je crois, de notre équilibre. Alors, bien entendu, moi j'ai ma fille qui, par exemple, a des chevaux, des chiens, des chats, enfin, c'est une ménagerie. Et le fait est qu'elle a décidé, alors, je ne sais pas pourquoi, c'est personnel, hein, on pourrait en parler, elle a dit, j'ai pas envie de les monter. Je dis, pourquoi? Elle m'a dit, est-ce qu'on lui impose pas? Alors ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire qu'avec l'évolution sociétale, en quelque sorte, est-ce qu'il y aura encore le Grand Prix d'Amérique? Est-ce que Rock Épine sera une déesse comme elle l'était avant, ou une martyre? Je ne sais pas trop, mais enfin, ça évolue drôlement, quoi. Voilà. Mais c'est intéressant aussi de se dire que chacun fait comme il sent aussi. Et pourquoi est-ce qu'on serait obligé de les monter? Non, il n'y a aucune raison. Par contre, la façon dont on aborde, c'est-à-dire le prix d'Amérique avec des embouchures, vous voyez, peut-être que c'est ça le cœur de la réflexion, à mon avis. On peut faire beaucoup avec eux, mais il y a la façon. Et là, il y a le curseur qui doit rester cohérent. C'est ça, Marie, Oui. le mot de la fin. Bon, on n'est pas loin, Dominique. Tu es trop modeste, tu veux pas le mot de la fin. Alors, Oui. le monde des Oui, courses réfléchit aussi au bien-être animal, et donc il y a beaucoup de choses qui évoluent comme ces temps-ci. Ils ont bien conscience de ça. C'est un autre regard, comme les entraînements ne sont pas comme il y a 20 ans, 30 ans. Il y a quand même une réflexion autre qu'à une époque. Tout à fait. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. Donc un très très fort remerciement, en particulier justement à Patrice et puis donc à Frédéric, qui sont venus de Lamballe, ou de Rennes en fait, de Rennes et de Lamballe, qui ont fait des kilomètres un dimanche. Merci beaucoup. Et puis aux autres intervenants qui ont apporté des éclairages très très différents. Nos trois partenaires, je dis partenaires parce qu'ils sont sur le même site d'activité qui est le Haras national d'Enbon, auquel on essaye, dans la continuité de ce qui a été fait par les Haras nationaux et l'IFCE, à trouver une véritable vocation. Je rappelle que ce site, c'est 23 hectares, c'est 32 bâtiments, c'est 1 hectare de plancher, c'est un mur de 3,5 km d'enceinte. C'est très très important en termes d'urbanisme, mais surtout, il n'aura de vocation que si on donne des réponses appropriées à notre époque. Voilà, et par rapport aux aspirations, aux besoins de nos concitoyens. Merci aussi à Jean-Marc qui a préparé le débat. Désolé, j'ai un peu galéré sur la forme. Voilà. Parce que, voilà. Alors, monsieur Artero, je vous remercie d'avoir animé ce débat avec monsieur Guillaume, Bellet, pasteur et crossfitter dans l'ordre, et monsieur Baumier qui est caché dans son coin. Nous vous remercions, et la prochaine fois qu'on fera une conférence, on essaiera de le faire quand il n'y a pas un jour de football. D'accord. Voilà. En tout cas, là, on a fait un galop d'essai. Oui, il y a une question tout au fond là. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les chevaux et les ânes, sur tous les aspects qu'on a abordés aujourd'hui? Le mental, le physique? On parle souvent d'équidés. Oui, les équidés. On parle souvent d'équidés. Il y a des grosses différences. Oui, je pense. Oui, peut-être. Pour la médiation, par exemple, il semblerait que les ânes soient plus dans l'empathie, soient encore plus dans l'interaction. Mais c'est vrai que les études sont quand même essentiellement faites sur les chevaux, et on a quand même moins de références sur les ânes. Mais bon, les gens qui travaillent avec les ânes sont des vrais passionnés, et ils retrouvent énormément de qualité. J'habite à côté d'une nazinerie, donc je côtoie souvent les ânes. Mais moi voilà, je n'ai aucune expérience avec les ânes. Oui, Frédéric. Les gens qui s'occupent des ânes disent qu'un âne, il faut lui dire s'il te plaît avant de faire quelque chose. Donc, oui, il y a une petite différence. Alors déjà, il y a une différence physique, ils ont une vertèbre en plus. Donc ça change l'aspect physique quelque part et l'utilisation qu'on peut en faire. Mais après, effectivement, c'est une autre espèce, donc il y a des différences de comportement, mais ça reste des cousins. Voilà. Merci. Pour vous dire aussi, plus ça va, plus on parle d'équidés. Et on essaie de travailler en lien.
pour illustrer, pour montrer que le cheval qui travaille n'est pas forcément, ou l'équidé qui travaille n'est pas forcément malheureux, je change de casquette avec France Énergie Animale. On a une école du cheval vigneron à Saint-Émilion, une école de l'âne maraîcher à Villeneuve-sur-Lot pour travailler dans les tunnels pour les maraîchers. Et puis il y a un vrai enjeu climatique qui est de remplacer le gasoil et les ressources qui sont épuisables par de l'énergie animale à bon escient avec des référentiels et autres. Et l'ambition que l'on a parmi les activités sur le Haras d'Ennepeau, c'est une école nationale du cheval de ville. Comme vous avez vu Dispar, voilà, c'est essayer de travailler sur ces référentiels, et dans ces référentiels, forcément, l'éthologie sera au cœur des problématiques. Oui, allez-y, allez-y. Alors le micro est resté entre les mains. Oui, mais les caresses aux chiens sont supérieures à notre intérêt. Voilà. Non, c'est ici, voilà. C'est pas un souci. Je voulais savoir si à l'IFCE vous étiez intéressé à la communication animale, en fait, éventuellement, pour avoir des réponses à vos questions. Alors, je vous propose, qu'on ait un petit peu de temps, de vous retrouver pour, si c'est une question à l'IFCE par rapport à ces problématiques, à moins que la réponse soit courte, mais je pense que c'est... Alors, on finance beaucoup de programmes de recherche, dont des programmes de recherche là-dessus. Après, c'est le problème d'être dans une petite production animale par rapport à d'autres productions plus industrielles. L'argent est limité et donc on choisit. Il y a des priorités qui sont faites, mais ça peut être tout à fait intéressant. Et je pense qu'il y a des communications. Vous auriez sûrement beaucoup de réponses à vos questions en leur posant la question directement. C'est ça. Tout à fait. Merci. Bien, merci beaucoup. On va libérer la place pour la conférence qui suit.